recevons aujourd'hui Najat Vallaud-Belkacem, directrice France de l'ONG One. Bienvenue sur le plateau du 64. Alors que la COP28 bat son plein à Dubaï, votre ONG publie un rapport sur le Far West des financements climatiques. Et ce rapport, il révèle que les pays riches ne respectent pas vraiment leurs engagements en matière de financement climat vis-à-vis des pays pauvres. Vous dites que 343 milliards de dollars qui ont été promis manquent à l'appel. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est tout le sujet, en fait. Quand on parle de lutte contre le changement climatique, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a bien conscience qu'il va falloir vraiment y mettre du sien et que les pays les plus riches, parce que ce sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, vous savez que les pays du G20, par exemple, sont responsables de 75% des gaz à effet de serre. Eh bien, les pays les plus riches doivent tout de même aider les plus vulnérables, qui en subissent les premiers les effets de ces changements climatiques, à y faire face. Ce sont des décisions, des engagements qui ont été pris depuis quelques années. On se souvient par exemple qu'en 2009, les pays riches se sont engagés à apporter 100 milliards de dollars par an pour aider notamment à l'adaptation. Sauf que nous, ce qui nous intéresse chez One, c'est à chaque fois d'aller vérifier les chiffres, en fait. Parce que vous voyez bien, pour cette COP28, tout de suite, on commence par dire de nouveaux engagements ont été pris. On a beaucoup d'annonces. Ça commence toujours comme ça, en fanfare, comme vous le dites. Sauf que quand on va lire, et c'est très compliqué de lire parce que tout ça n'est pas transparent, la comptabilité de tous ces financements est pour le moins confuse, puisqu'on y mélange du public, du privé, on mélange la notion d'engagement et la notion de décaissement, c'est-à-dire quand est-ce que l'argent arrive véritablement. Bref, nous, on a constitué une plateforme vraiment dans laquelle on a réuni des centaines de millions de données, de data, et qui nous permet, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller trouver les réalités de ces chiffres. Et finalement... Et alors très concrètement, pardon de vous couper, mais ces 343 milliards de dollars qui manquent à l'appel, ils correspondent à quoi concrètement ? Ils correspondent, on a pris une période de référence qui est entre 2013 et 2021. Donc l'ensemble des engagements qui ont été pris. Là, je vous ai parlé des 100 milliards décidés en 2009 par an, mais il y a eu aussi d'autres engagements annoncés par les États riches, les institutions internationales. Donc on a compilé tout ça et on s'est dit, on va regarder cette période de référence. Il devait y avoir plus de 500 milliards de dollars qui devaient être versés, si on en croit tous les engagements qui étaient pris sur cette période de référence. Au lieu de quoi, les 2/3 manquent, comme vous le disiez, 343 milliards manquent à l'appel. Et pourquoi ils manquent à l'appel ? Premièrement, parce que les chiffres, vous savez, c'est à l'OCDE qu'ils sont remis par les États, et donc c'est l'OCDE qui en fait la comptabilité. Mais quand on regarde ce que comptabilise l'OCDE, on se rend compte que dès lors qu'un projet a une dimension, même une toute petite dimension en rapport avec le changement climatique, l'intégralité du financement de ce projet va être prise en compte. Par exemple, c'est ce que vous dites dans votre rapport, par exemple, pour changer un panneau solaire dans un aéroport, par exemple, on construit un aéroport et on met un panneau solaire dessus, on va considérer que c'est le financement de l'aéroport tout entier qui est considéré comme un financement climat. Non, en fait, c'était juste le panneau solaire. Et du coup, vous vous retrouvez avec des choses complètement absurdes que personne ne va jamais vérifier. Les États-Unis se retrouvent à faire passer le financement de la construction d'hôtels comme du financement climatique. Le Japon, encore pire, une centrale à charbon devient un financement climatique. L'Italie, vous allez retrouver une usine à chocolat ou encore le financement des équipements de la police considéré comme du financement climatique. C'est pas possible en fait. Oui. Et c'est ce genre de malentendu, de confusion énorme qui fait grossir les chiffres et qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'argent qui manque à l'appel pour le vrai changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe aucun mécanisme de suivi justement de ces financements qui permettrait d'en faire une traçabilité de façon absolument transparente. Non, la vérité, une opacité. La vérité, c'est qu'il y a une opacité totale. C'est que ce sont les bailleurs eux-mêmes, donc ceux qui se sont engagés à donner en quelque sorte, qui décident de ce qu'ils vont comptabiliser comme tel. On a eu un épisode assez cocasse, si on veut en sourire, parce qu'en fait, c'est pas drôle, mais en octobre dernier, où le Royaume-Uni, par exemple, a décidé qu'il allait revoir totalement ce qu'il mettait dans sa comptabilité de financement climat en destination des pays vulnérables, ce qui lui a permis de gonfler énormément ses chiffres, alors qu'il ne mettait pas une livre sterling de plus
dans ces projets-là. Donc en fait, on a un vrai sujet déjà de non-transparence et de non, on va dire, accountability, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de non-redevabilité en quelque sorte par rapport aux engagements pris. Mais le deuxième sujet très important et qui explique ce gap, c'est aussi que l'OCDE va venir regarder et comptabiliser les engagements, c'est-à-dire les promesses, mais pas les décaissements, c'est-à-dire le moment où l'argent arrive dans le pays qui en a besoin. Et ça, c'est un vrai problème parce que, je ne sais pas, pour vous prendre un exemple précis, imaginons qu'un pays riche prenne la décision de financer une éolienne à hauteur d'1 million d'euros dans un pays pauvre. C'est une décision, c'est une intention, il l'annonce. Mais si quelques mois plus tard, lui-même a des sujets budgétaires, des contraintes, il faut qu'il fasse plus attention, il ne peut pas dépenser cet argent-là, il ne le dépense pas, mais les 1 million d'euros seront comptabilisés. Donc les intentions sont comptabilisées. Quels sont les États qui aujourd'hui profitent le plus de ce système ? Je ne sais pas si on peut parler de profit, honnêtement. Je dirais plutôt qu'on n'est pas encore au niveau de sérieux qu'exige le sujet. En fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est mieux que rien qu'il y ait des engagements, on est bien d'accord. Ça fait quand même des années qu'on organise des COP avec des promesses de financement à chaque fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien d'organiser des COP? Ça veut dire qu'en fait, on est au tout début de l'histoire, franchement. Parce que même, vous savez, les fameux 100 milliards, je fais référence à cela parce que tout le monde les a en tête. Vous savez, en 2009, les États s'étaient dit, nous prenons l'engagement d'ici 2020 d'accorder 100 milliards de dollars par an aux pays vulnérables pour les aider à s'adapter. Et en fait, on s'est rendu compte que cet engagement n'a toujours pas été atteint. Hein. Les 100 milliards sont toujours pas atteints par an. L'OCDE dit qu'ils vont commencer à être atteints seulement maintenant. Eh bien, ces 100 milliards, on avait l'impression que c'était un montant important. Mais en fait, quand vous les comparez, par exemple, aux dépenses militaires des mêmes États riches, les dépenses militaires, à l'échelle d'une année, représentent 12 fois plus. Donc en fait, la question c'est, a-t-on conscience que le changement climatique, c'est vraiment un énorme sujet auquel il faut faire face avec les moyens nécessaires. Aujourd'hui, on voit bien que le chaos que commence à provoquer ce changement climatique, on le voit d'ailleurs dans nos pays parce que les sécheresses, etc. Mais vous évoquiez tout à l'heure Madagascar, vous en parliez à propos des élections. Madagascar, par exemple, a connu une recrudescence d'épidémies de peste de façon incroyable l'année dernière, liée à la multiplication des feux de brousse, qui font qu'en réalité, ces épidémies-là, elles vont vers les villes, là où il y a le plus de monde et là où elles en touchent le maximum. Et des exemples comme cela, si vous voulez, la peste, le choléra, il y a beaucoup d'épidémies, le paludisme, parce que les moustiques qui sont porteurs du paludisme, eh bien, même chose, ils sont redirigés vers d'autres écosystèmes où il y a plus de monde. Et tout ça, c'est les effets du changement climatique. C'est parce qu'il y a des feux, c'est parce qu'il y a des inondations. Et alors, vous parlez de Madagascar et vous le dites bien, dans ce rapport, l'Afrique est en première ligne. Le changement climatique coûte actuellement jusqu'à 15 millions de dollars par an à l'Afrique. C'est équivalent, c'est plus que le PIB national de 26 pays africains. Et vous dites que la situation est encore plus difficile et complexe pour les pays qui sont endettés. Oui, c'est l'une des choses qui ressort de notre rapport, en effet, c'est que malheureusement, si vous prenez aujourd'hui, disons, les 45 pays qui sont les plus endettés au monde, dont la plupart malheureusement se situent en Afrique subsaharienne, vous allez voir que la moitié d'entre eux, en fait, se retrouvent à payer beaucoup plus en intérêts des dettes que ce qu'ils perçoivent justement en aide pour le changement climatique. Que les pays les plus vulnérables, en fait, ils ont perçu ces dernières années à peine 6% de ce dont ils avaient besoin pour faire face aux conséquences que j'évoquais à l'instant, qui sont dramatiques. Il faut juste se souvenir que l'extrême pauvreté est remontée. Alors vous allez me dire c'est un effet du Covid-19, c'est un effet de la guerre en Ukraine, c'est aussi un effet du changement climatique. L'extrême pauvreté remonte, la famine remonte et aussi les déplacements de population. Et je trouve que dans ce moment où on parle beaucoup de réfugiés, de demandeurs d'asile, etc., ne pas se poser la question de comment on anticipe, comment on évite justement à des communautés entières de devoir quitter leur terre parce qu'elle est trop asséchée et qu'il n'y a plus rien à y produire, eh bien c'est ça en fait l'urgence absolue, c'est d'anticiper, d'être sérieux par rapport aux effets du changement climatique, de payer ce qu'on s'engage à payer et de le comptabiliser, de le rendre transparent. Parce que sinon, les citoyens ne nous croient plus. Et justement, comment est-ce que ces pays qui ne reçoivent pas les financements qui leur ont été promis, parviennent-ils à planifier leur lutte contre le
contre le réchauffement climatique, est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent à la fois budgétiser et planifier en amont, sachant qu'ils sont dans une forme d'ignorance aussi quant à l'arrivée ou non hypothétique de ces financements promis? D'une certaine façon, votre question, elle résonne avec ce qu'on a connu avec le Covid-19 aussi. Vous voyez qu'en matière de pandémie, de grands problèmes de santé publique, bien, le fait qu'un certain nombre des pays les plus vulnérables aient dû attendre qu'on leur redonne des doses supplémentaires de vaccins dont on n'avait plus besoin dans nos pays, etc., cette espèce de charité qui arrive bien après coup, c'est impossible de gérer un pays comme ça. C'est impossible de gérer une planification de vaccination de sa population quand vous devez attendre qu'on vous donne des doses qui n'ont pas servi ailleurs. Il nous faut vraiment être dans un véritable système de coopération. C'est vrai en matière de santé, c'est vrai en matière de changement climatique, pour permettre à ces États-là, tout simplement de gouverner et de gérer leurs urgences et leurs nécessités comme nous le faisons chez nous. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en faisant cela, nous nous rendons service à nous aussi. J'ai évoqué les déplacements de population, mais même de manière générale. Je veux dire, lorsque la maison brûle à l'autre bout du monde, ça nous arrive toujours en catastrophe, car le changement climatique, de toute façon, ne connaît pas de frontières. Donc autant essayer d'éteindre le feu partout où c'est possible. Et alors justement, votre ONG One a élaboré les Climate Finance Files. Alors de quoi s'agit-il? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Et surtout, à qui ça s'adresse? Alors j'invite tous ceux que ça intéresse à se rendre donc sur one.org, qui est le site internet de notre organisation, et vous allez tomber sur cette plateforme qui a vocation, c'est vrai que c'est une grande ambition, à avoir centralisé, et c'est la première fois que ça se fait, je vous dis, des centaines de millions de données dans une plateforme aidée d'intelligence artificielle dans laquelle vous pouvez aller rechercher un pays précis, une situation précise, vous voulez en savoir plus sur ce qu'est devenu tel ou tel engagement, vous allez trouver la réponse. En fait, c'est vraiment un geste citoyen. Ça pourrait donner quelques idées à des lanceurs d'alerte. Ah oui, non, mais bien sûr. Et de toute façon, il faut que chacun s'en saisisse. Moi, si vous voulez, ça fait quelques années maintenant que je suis plongée dans ces questions de solidarité internationale, dont on a toujours l'impression que ça passe sous les radars, que c'est pas tout en haut de la pile des actualités, etc. Et en fait, quand vous prenez le temps de discuter avec les citoyens, que vous expliquez à quel point la coopération et la solidarité internationale, c'est dans l'intérêt de tous, ils comprennent très bien. Donc en fait, le sujet, c'est pourquoi faire traîner autant d'opacité autour de ces sujets-là, de l'aide publique au développement, par exemple. Pourquoi ne pas expliquer très concrètement à chaque fois à quoi ça sert, ce que ça sauve comme vie? Il y a des millions, des dizaines de millions de vies qui sont sauvées par les efforts que l'on peut faire à bon escient. Eh bien, les citoyens en sont heureux quand ils l'apprennent. Simplement, il faut qu'ils aient accès à ces données. Donc, nous leur donnons cet accès. Au-delà des pressions que les citoyens peuvent exercer sur les gouvernements, les citoyens ou les associations, les organisations engagées en faveur du climat, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement mettre en place des mécanismes juridiques, juger et condamner les États qui se rendraient coupables des irresponsabilités que vous pointez dans votre rapport? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, on a assisté à plusieurs épisodes, en effet, de traduction en justice d'États, par d'ailleurs des ONG, de la société civile, d'États qui ne respectaient pas les engagements qui étaient les leurs sur leur territoire national. En matière d'action climatique. En matière d'action climatique. Et on se souvient tous de certains de ces épisodes. Et donc, aujourd'hui, en effet, la question se pose au niveau international pour ne serait-ce que redonner ces lettres de noblesse à ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire ces grandes réunions. Ok, c'est super que tout le monde se retrouve, les chefs d'État, ça mobilise l'attention, etc. Mais en fait, si on veut que ça serve véritablement à quelque chose, il faut que ce soit pas un one-shot, il faut que derrière, il y ait un mécanisme de redevabilité. Nous, chez One, nous sommes pour la redevabilité. Donc, notre rôle à nous, c'est de donner à voir les chiffres, que tout le monde s'en saisisse et que certains, s'ils veulent agir davantage et porter l'affaire en justice, eh bien, libre à eux. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice France de l'ONG One. Merci d'être venue sur le plateau du 64. Tout de suite, notre page culture.